à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Muriel Piazer et Marilus Orbiscaille, donc nos invités du jour pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, on a lancé ce talk show en juin de cette année suite à la sortie du guide de la mode éco-responsable qui a été publié par Mango Édition et coécrit avec Alice Lehoux. Et donc, ce talk show a vraiment pour vocation de créer une connexion entre les professionnels de l'industrie de la mode et du textile et le grand public pour qu'ensemble, on puisse créer une industrie plus vertueuse et co-créer cette industrie main dans la main. Alors, notre thème du jour, ce sont le monde des bijoux éco-chic. Alors, pour rappel, l'industrie de la mode, ce n'est pas que des vêtements. En effet, c'est bien plus large. Ça intègre aussi bien le textile, les chaussures, la maroquinerie, l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie dont on va parler aujourd'hui, l'optique, les parfums et les cosmétiques. Cette industrie représente 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon une étude de l'IFM, ce qui est quand même un sacré chiffre d'affaires pour notre économie et qui passe devant l'industrie de l'automobile et de l'aéronautique. Alors aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au monde des bijoux parce qu'on a beaucoup parlé de vêtements, de textiles et on constate que le bijou, c'est quand même un accessoire, quelque chose qui va agrémenter nos tenues vestimentaires et qui est non négligeable et qui a aussi un impact. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet avec nos expertes, du coup, Muriel Piazer et Marilus Orbiscaille. Donc je vais vous les présenter rapidement. Muriel Piazer, qui est donc experte et consultante en business international, spécialisée dans le conseil en mode, les relations publiques et le développement de marques depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé notamment avec Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac. Donc, elle a été pendant 11 ans à la Fédération française du prêt-à-porter féminin, directrice des salons du prêt-à-porter. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on a eu la chance de se rencontrer à New York. Et elle a lancé le salon The Box, dédié aux accessoires de mode. C'est là qu'elle s'est vraiment spécialisée dans l'univers du bijou, notamment. En 2011, elle a créé Muriel Piazer Consulting. Donc, elle accompagne des marques de prêt-à-porter féminin, d'accessoires de mode et de bijoux. Et en 2019, donc, tu as lancé le nouveau concept de salon, d'événement, dédié à la fine joaillerie et à la joaillerie, donc qui s'appelle Precious Room by Muriel Piazer. Donc, tu vas nous en dire tout de suite un peu plus. Et d'autre part, nous avons Marilus Orbiscaille, donc qui est fondatrice de la marque Maïtia, donc une marque de joaillerie parisienne éco-responsable. Donc, tu as été formée au dessin technique et au grand gouaché joaillier à la Haute École de la joaillerie à Paris. Toutes tes pièces de ta marque sont réalisées en or 18 carats et en argent massif. Tes pierres et tes perles sont en nacre 100% naturel. Tu fabriques en France, dans des ateliers d'exception, et tu t'assures du coup que ce soit de l'or recyclé ou éthique, et que tu t'assures aussi des labels, tout ce qui est RJC, SCPK, mais ça on va en parler plus précisément tout au long du talk show. Alors on va commencer tout de suite avec Muriel, du coup, pour nous faire un petit état des lieux de ce fameux marché des bijoux. Alors, on a une petite présentation qu'on va diffuser tout au long du talk show pour animer ce talk show de manière sympa. Quand il y a des visuels, c'est toujours plus agréable à regarder. Donc, on va commencer avec le petit état des lieux du marché des bijoux. Tout de suite, hop, je vais mettre la slide. Et voilà. C'est bon? Vous voyez? Oui. Super. Alors, dis-nous tout, Muriel. Donc, déjà, merci Natacha de m'avoir invitée sur ce talk show. Je suis ravie, très honorée et je te félicite pour ton parcours et aussi cette belle initiative de lancer ces talk shows. Je suis très, très contente d'y participer sur cette thématique de bijoux, bien évidemment, qui me tient à cœur. Et justement, par rapport à l'évolution et la mutation du marché que l'on vit actuellement avec cette crise post-Covid, ça prend tout son sens de parler des bijoux éco-chics qui rejoignent bien évidemment ce qu'on vit dans l'industrie de la mode en général. Donc, c'est évident qu'il est, c'est très compliqué de raccourcir en très peu de temps, mais je vais essayer le marché des bijoux. Le marché des bijoux est un marché dynamique. Avant le Covid, c'était un marché qui s'en sortait mieux et qui était en croissance, même si, bien évidemment, c'est incomparable, mais il est quand même en croissance par rapport au prêt-à-porter féminin. Donc, parce que c'est le bijou qui m'intéresse, moi, c'est un bijou qui rentre ce que j'appelle l'accessoire de mode.
Donc, c'est le bijou qui rentre dans la distribution de la mode, de l'industrie de la mode. Et c'est pour ça que j'ai fait un focus là-dessus, qui prend tout son sens, bien évidemment, avec Precious Room. J'en parlerai après. Donc, c'est un secteur qui a une valeur ajoutée aujourd'hui parce qu'il est un complément pour les achats, déjà, dans les grands magasins, les concept stores, car c'est un achat qui est lié, on verra, au coup de cœur, à l'émotion. Et donc, il y a une évolution du comportement d'achat vers ça, où le budget reste assez, on va dire, je dirais pas élevé, mais où il y a plus d'envie que dans le prêt-à-porter aujourd'hui. Et on l'avait vu arriver même avant, si vous voulez, avant la crise que nous vivons, par rapport à cette fast fashion. On allait de plus en plus vers une slow fashion, et la slow fashion est plus, comment vous dire, reconnaissable facilement, je dirais, grâce aux bijoux. Voilà, dans le secteur du bijou. C'est vrai qu'on est de plus en plus aussi dans l'ère du made in. On défend, et encore plus aujourd'hui, les valeurs des marques, l'ADN, donc bien évidemment le sourcing, la production, le made in, l'artisanat. Donc, dans le bijou, encore une fois, ce secteur d'activité, bien évidemment, tout prend son sens. C'est vrai que c'est un consommateur, comme je vous dis, c'est pour ça que ton talk show est très très bien dans le titre. Le consommateur consomme acteur. Donc on est tout à fait aujourd'hui dans un public averti grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai que le bijou touche véritablement la personnalisation de la silhouette. Donc les concept stores mode s'en sont emparés et laissent de plus en plus une part importante dans leur boutique à ces corners. Voilà. C'est vrai qu'on avait ce phénomène qui était déjà en 2006 quand j'ai lancé The Box, puisqu'il était dédié à l'accessoire de mode, mais très vite, 80% de l'offre était réservée à la haute fantasy bijoux. Donc la haute fantasy, c'est un mouvement qui est arrivé en 2006-2007 par là, avec des grands noms qui ont marqué comme Marie-Hélène de Taillac, Aurélie Biederman, qui ont été à l'origine de cette haute fantasy, c'est-à-dire dans des prix moins élevés, on en parlera après, et qui a marqué aussi cette démocratisation du bijou, on va dire plus haut de gamme que le fantasy, dans l'industrie de la mode. Voilà. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une valorisation de la silhouette, de la tendance mode avec ce bijou. Voilà. Et justement, on rentre dans l'ère, bien évidemment, du bijou éco-chic aujourd'hui qui prend encore plus son sens. Super, merci beaucoup Muriel. Et du coup, toi, tu as lancé Precious Room. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste et comment tu choisis les marques qui participent à cet événement? Oui. Donc, après ces 15 années à la direction des salons, bien évidemment, et avoir lancé The Box, j'avais une envie, on va dire, intrinsèque de revenir aux bijoux qui sont vraiment, pour moi, porteurs de messages très forts. Malgré le fait que je suis toujours attachée à la mode dans sa globalité. Donc, j'ai fait mes activités de consulting pendant 9 ans et j'ai beaucoup acté, bien évidemment, sur des marques qui arrivaient de bijoux. Et c'est surtout en allant sur les différents salons, en allant sur les différents Fashion Week à l'international, puisque avant le Covid, comme tout le monde, bien sûr, je voyageais beaucoup. Et j'ai cette grande chance, grâce justement à mes anciens métiers, mon ancien métier de voyager. Donc, j'avais véritablement une analyse de ce marché avec cette mutation qui arrivait, c'est-à-dire que les marques, elles étaient un petit peu perdues. Donc, Precious Room vient d'un constat, voilà, ça c'est important de le dire, et d'une analyse du marché qui déjà, il y a 4-5 ans, est en souffrance par rapport à la valorisation d'un produit haut de gamme, notamment d'un bijou, et les salons ne répondaient plus forcément à leurs besoins. Donc, les marques s'éparpillaient dans Paris ou à l'international, dans différents showrooms ou hôtels. Et c'est vrai que quand je voyageais ou à Paris, on me disait toujours « Muriel, quand est-ce que tu reviens au bijou ?» C'est vrai que The Box avait marqué les esprits et les acheteurs parce que c'était The Box porte son nom, c'était une boîte, un écrin extrêmement luxueux avec bien évidemment une identité forte comparée au salon qu'il y avait. Et surtout, très important, une incarnation du salon par justement
dans ce cas-là, c'était moi. Donc, c'est vrai que le fait, encore une fois, on en parlera après, mais l'importance d'incarner une marque et d'incarner un salon, d'incarner une société, prend tout son sens. Donc, on m'a souvent, depuis 5 ans, me posé la question. Et donc, j'ai mis 2 ans pour réfléchir et à faire naître mon concept Precious Room by Muriel Piazer. Et c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que je suis proche des acheteurs de par mon métier. Et j'avais tous ces acheteurs qui me disaient: Muriel, on en a assez des salons, on va plus dans les showrooms. Donc, je me suis dit, il y avait quand même un changement qui s'amorçait. Une mutation qui est en train de se faire. Alors, bien évidemment, là, on est au summum de cette mutation et on en parlera. Mais déjà, il y avait une envie d'être beaucoup plus dans un endroit extrêmement luxueux, extrêmement intimiste et en même temps qui correspondait aux périodes d'achat. Donc, j'ai créé Precious Room pendant la haute couture. Je l'ai lancé sur ces sessions qui sont des sessions extrêmement importantes avant le Covid, bien sûr, à Paris. C'était sur juillet et janvier, pour bénéficier de l'image haut de gamme de la haute couture et surtout pour lier ce sens de la fine jewelry qui est mon cœur, on en parlera après, de positionnement du salon. Mais j'ai surtout changé le nom. Ce n'est pas un salon, c'est un trunk show. C'est-à-dire que j'ai pris des risques. Voilà, comme on dit, j'ai fait un hold-up dans l'industrie des salons, c'est-à-dire que j'ai cassé les codes. Je me suis dit, fais une journée, fais un événement. C'est pour ça que je l'appelle The Meeting Place. C'est un rendez-vous. Et en fait, l'idée, c'était d'inviter les acheteurs sur ces périodes de haute couture, mais qui sont des périodes de pré-collection. C'est là où c'est important. Donc, 80% des achats sont arrêtés en pré-collection. Et Precious Room à ma grande, comment vous dire, surprise et en même temps bonheur, a pris un essor incroyable parce qu'il a répondu à une attente. Voilà. Paris manquait d'événements prestigieux liés à un secteur qui est extrêmement lié à l'émotion, à l'affectif, à l'artisanat, aux valeurs, à la beauté, aux bijoux, et à le rendre commercial. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste faire un événement pour la presse, c'est faire un événement qui amène vers les buyers. Voilà. Et bien évidemment, les prescripteurs de mode, les showrooms, les agents, les photographes, les freelances, enfin, voilà. Un rendez-vous business. Voilà. Ok, donc c'est vraiment toi, tu es B2B, c'est-à-dire que tu travailles avec les marques, avec les acheteurs, et ensuite l'objectif c'est que ces acheteurs puissent présenter ces collections dans leurs boutiques multimarques ou dans les concept stores au grand public. Voilà. Donc, exactement, je suis presque… Voilà, aux personnes qui nous suivent. Et donc, du coup, toi, il y a 3 catégories dans lesquelles tu t'inscris. Alors, on a fait un petit, justement, schéma pour montrer les grands domaines de l'industrie du bijou. Hop, on a du coup 4 secteurs, enfin 4, on va dire, gammes. Donc, les bijoux fantasy, les bijoux haute fantasy, la fine joaillerie ou fine joaillerie, la joaillerie et la haute joaillerie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup aux 3 du milieu. Donc, tu vas pouvoir nous en parler plus précisément. Tout à fait. En fait, le marché du bijou a bien évidemment une gamme de produits qui correspond à un positionnement par rapport à tout, bien évidemment, ça c'est du business to business, hein, bien sûr. C'est catégorie d'offres, de produits. Donc, le bijou fantasy, c'est vraiment lié, ça peut être lié à plutôt mass market ou plutôt la grande distribution. C'est un secteur qui est très commercial, mais qui ramène un chiffre d'affaires, bien évidemment. Mais moi, je me suis intéressée à ces 3 catégories, haute fantasy, fine et joaillerie, surtout parce qu'elles sont liées à l'industrie de la mode. Ce qui est intéressant pour moi, et c'est là où j'ai créé, j'ai analysé qu'il y avait un nouveau courant qui s'inscrivait aujourd'hui, c'est la démocratisation de la fine jewelry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut pouvoir, nous, sans forcément recevoir un cadeau, s'acheter un bijou qui soit bien évidemment extrêmement, on va dire, avec son sens extrêmement haut de gamme, avec des pierres précieuses ou des pierres semi-précieuses. Donc, ce qui correspondrait à la bijou haute fantaisie, ce sont des matières nobles. Ce n'est pas forcément de l'or, pour expliquer. C'est des matières nobles, du semi-précieux, des pierres qui peuvent être des pierres pas forcément du semi-précieux, pas forcément des pierres très chères,
et qui ont surtout un marketing et bien évidemment un storytelling lié à la mode, lié aux tendances. Alors, quelles qu'elles soient. Là, on a fait un slide de marques qui sont voilà, des exemples de marques de haute fantasy, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles en termes de prix, entre 80 et 300 euros, 80, des fois 50 euros en prix public. Donc, c'est un secteur qui s'est développé, comme je vous le disais, à partir de 2006, avec des créatrices qui ont été, on va dire, avant-garde, qui ont été bien évidemment mises en avant dans la presse et qui ont fait le buzz parce qu'elles rejoignaient la tendance de mode. Vous voyez, c'est comme des podiums en fait. C'est aujourd'hui, il faut porter cette marque parce que c'est branché, parce qu'on le voit dans la presse, ou bien il y a des grands phénomènes comme ça avec ces prix qui sont accessibles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le bijou haute fantasy. Ok. Ensuite, il y a la fine jewelry, ça c'est mon cœur de positionnement par rapport à Precious Room. Alors, ce sont des collections qui sont plus chères, qui sont alors 9 carats, 14 carats en or, ou bien ça peut être, on va dire, de l'argent, du vermeil, mais surtout qui ont des valeurs très, très, très fortes et des valeurs ajoutées en créativité, en création. Alors, ça peut être… et qui ont une certaine notoriété aussi. Bon, par exemple, Charlotte Chenet a gagné le prix de Landam. Elle a marqué vraiment, il y a 2 ans, une tendance. Jackie Aish c'est une créatrice américaine qui a commencé avec moi en 2006 sur The Box. Elle faisait des amulettes et aujourd'hui, c'est un empire. Des amulettes qui étaient portées par des stars américaines, entre autres. Et elles ont été porteuses véritablement de tendances, de mode. Et cette fine jewelry, aujourd'hui, les concept stores mode se les arrachent. Vous voyez, par exemple, et les grands magasins. Aujourd'hui, c'est autant branché de porter une marque de mode connue, de luxe, et de mixer ça avec une marque voilà, qui est extrêmement créative et qui est porteuse d'artisanat, de savoir-faire, et surtout qui est incarnée par sa créatrice. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que derrière mes marques, ce ne sont pas des marques de diffusion, ce sont des marques où derrière, et on va le voir avec Marilus, bien sûr, derrière, il y a les valeurs des créateurs, porteurs de messages, porteurs de valeurs, du storytelling, et véritablement qui ont leur communauté et qui créent, je porte la marque parce que j'ai les valeurs de la créatrice ou du créateur. Ça, c'est vraiment aujourd'hui extrêmement pointu et on le voit dans la presse d'ailleurs, hein, que ce soit la presse magazine, papier ou digitale, les bijoux sont autant mis à l'honneur aujourd'hui que le prêt-à-porter. Donc, c'est une industrie très puissante, voilà. Très forte à la fois en business et à la fois en termes de mode et de tendance. Et du coup, donc ça c'est un exemple. Voilà, donc ça c'est des marques vraiment qui marchent extrêmement bien, que j'ai lancées sur The Box. Hein. Elles ont commencé avec moi parce mon voisin qui est aujourd'hui, je sais pas, une des marques les plus branchées, les plus plébiscitées et qui a de la presse et qui est dans les, je sais pas, elle doit avoir 300 points de vente, voilà, en France et dans le monde. Elle a un agent aux États-Unis. Céline, elle a mis des années pour y arriver, mais après elle s'est spécifique. En fait, ils partent tous d'un concept très fort. Par exemple, Céline, elle est partie de la tourmaline, voilà, une pierre précieuse, mais qu'elle a mis d'une façon plus sur de la fine, c'est-à-dire qu'elle a fait brute, donc moins cher. On n'est pas sur un travail de pierre précieuse vraiment avec du serti 18 carats, etc. On est sur le premium. C'est pour ça qu'on appelle ça la fine. Voilà. Et c'est très intéressant parce que, comme aujourd'hui, porter un bijou Céline Daou, c'est porteur de messages, c'est porteur de religiosité, de valeurs, de codes, voilà. Il y a vraiment le bijou émotion dans ces cas-là. Hein, c'est très important. Super. Et du coup, la troisième catégorie dont fait partie Maïtia, Marilus, du coup, avec sa marque. Voilà, alors en fait, il y a toute une nouvelle génération de joailliers avant-garde qui prennent des risques. Donc moi, je les félicite tout d'abord parce que quel travail, quel enjeu, quel challenge aujourd'hui de se lancer face à, bien évidemment, les géants de la place Vendôme et autres, et grands géants de joaillerie, voilà,
qui prennent le marché. Hein. C'est pour ça que la démocratisation est intéressante, parce qu'elle permet au consommateur final d'accéder à de la joaillerie qui est porteuse, bien évidemment, Marilus va nous l'expliquer, de véritablement d'artisanat, de made in et de valeur de matière, mais avec voilà, un créateur derrière, une histoire, de l'affectif. Et ça, il y a vraiment une nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague. Et cette nouvelle vague, elle ne savait pas comment être représentée et être valorisée. Je me suis rendu compte avec Precious Room qu'il y avait quelque part, aujourd'hui, ils viennent à moi. Parce qu'il y a à Paris, pourtant Paris, capitale de la mode par rapport à avant le Covid, bien évidemment, toute cette clientèle, que ce soit les acheteurs, la presse internationale. C'est pour ça que Paris était autant plébiscité et continue à être la capitale de la mode. Mais tous ces nouveaux joailliers n'avaient pas leur place, ni dans les salons, ni place Vendôme, on sait pourquoi. Et donc, où ils peuvent aller. Donc, c'est vrai. Et en même temps, ces marques, elles ont besoin, parce qu'elles ont, bien évidemment, elles défendent leur création. J'ai eu envie, moi, et naturellement, grâce au lieu que j'avais, puisque je faisais l'exposition dans un petit palais magnifique qui s'appelle le Palais Vivienne, où je reviendrai très vite, je l'espère. C'est vrai que ce lieu emblématique de luxe, bon, déjà le nom, ces marques ont eu envie d'être avec moi, et surtout j'ai fait une présentation comme un trunk show, c'est-à-dire une vitrine, une marque. C'est un peu comme les nouveaux, comment dire, j'ai travaillé ça comme un concept store. Voilà. Donc c'est aussi démocratiser ces joailliers pour les emmener vers de la mode, et pas que juste de la joaillerie bien faite, luxe. Moi, je suis vraiment tournée vers cette nouvelle génération. Voilà. Ok, super. Merci Muriel pour toutes ces explications sur l'évolution de ce marché et la richesse en fait qu'il y a. Et on va du coup maintenant parler avec Marilus. Merci. Tu fais partie de Precious Room. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta marque? Donc, je t'ai déjà un petit peu présenté, mais si tu as envie de rajouter des choses, et puis après nous expliquer éventuellement la différence entre la joaillerie et la bijouterie, puisque ce sont deux mondes différents, et c'est intéressant de voir justement ce qui différencie ces deux domaines. Tout à fait. Alors, bonjour et merci de m'avoir invitée à toutes les deux. Eh bien, moi, en fait, ma marque, Maïtia, et je l'ai voulu totalement éco-responsable, mais pour des raisons de valeur, je sais que c'est très à la mode, mais en plus, ça correspond surtout à mes valeurs. Pour avoir grandi en Amérique latine, j'ai été très sensibilisée au travail des enfants, à la misère humaine et à la maltraitance. Et donc, je ne voulais en aucun cas vendre des bijoux dont je ne maîtriserais pas au maximum la chaîne. Donc, pour ce faire, il y a les labels, on en parlera plus tard. Et puis, il y a le fait de travailler en France à la maison, puisque c'est ma maison maintenant. Et voilà, et avec des gens, des ateliers qui sont respectueux et voilà, et que l'on respecte. Voilà. Donc, c'est ça la démarche. Donc, la différence, en quelque sorte, entre la joaillerie et la bijouterie, c'est que on dit que la joaillerie, c'est la mise en valeur des pierres, la bijouterie, c'est la mise en valeur du métal. Alors, évidemment, par extension, donc la haute joaillerie, pardon, n'utilise quasiment que des diamants, des émeraudes, des saphirs et des rubis qui sont les 4 pierres précieuses, et utilise quelques pierres fines aussi, évidemment, des pierres fines, pas quelques, des pierres fines. Les pierres fines étant ce qu'on appelle communément les pierres semi-précieuses. On n'a plus le droit d'utiliser ce terme. La bijouterie utilise également des pierres, mais utilise beaucoup de métal. Et puis, donc les métaux, évidemment, les métaux précieux, hein, l'or, le platine, l'argent. Mais le platine, on le retrouve plus souvent en joaillerie qu'en bijouterie traditionnelle, on va dire. Et puis, il y a beaucoup de séries aussi en bijouterie. C'est-à-dire que les chaînes de magasins, ce sont des chaînes de bijouterie. En revanche, dans les villes, comme je te l'ai expliqué l'autre jour, enfin, je te le disais l'autre jour, on voit des joailliers bijoutiers qui sont des magasins avec un atelier derrière et la personne va travailler
sur mesure, sur une création précise pour une cliente. Ça, c'est de la joaillerie. Voilà. Mais sinon, la formation des artisans est la même à la base. Hein. Voilà. Alors après, à Paris, par exemple, le quartier haute joaillerie et joaillerie traditionnelle pour les ateliers, c'est plutôt le 9e arrondissement. Et puis, on trouve également dans le 3e un certain nombre de, ça c'est un peu la petite histoire, mais de bijoutiers qui font de la joaillerie et de la bijouterie. Voilà. Voilà, voilà. En gros, les différences. Donc, en fait, c'est assez poreux, mais il faut retenir en tout cas qu'il y a la mise en valeur des pierres d'un côté, la mise en valeur du métal de l'autre, et puis qu'il y a un peu aussi des pierres d'exception d'un côté et des pierres moins d'exception de l'autre. Voilà, plus standardisées. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand monter une parure, par exemple, en joaillerie et haute joaillerie, ça occupe. Hein. Il faut trouver les pierres qui sont exactement au bon format, avec beaucoup, beaucoup de pierres généralement. Enfin, c'est compliqué. Ça se monte pas ça se monte aussi bien sur 1 an, 2 ans. Enfin, voilà, ça se fait pas en Oui, sifflant. en une semaine, quoi. Non. Du coup, toi, Marie, tu fais uniquement de la joaillerie ou aussi de la bijouterie? Pardon? Tu fais uniquement de la joaillerie ou tu fais aussi de la bijouterie? Moi, voilà, c'est une marque de joaillerie, mais qui est à cheval, puisque en fait, je travaille mes modèles, et ça, c'est sur les conseils notamment de Muriel. Je propose mes modèles en or, mais également en argent et en vermeil, qui sont des métaux précieux. Enfin, l'argent, c'est un métal précieux, 925. L'or, moi, je prends le 18 carats. Et le vermeil, c'est de l'argent 925 dans un bain d'or 18 carats. Hein, voilà. Donc, je travaille cela parce que, en fait, le prix de l'or est devenu. Enfin, je ne sais pas si c'est à ce moment qu'on en parle, mais et le prix de l'or, c'est totalement. Bon, alors le prix de l'or s'est totalement envolé et devient assez inaccessible si on veut faire des bijoux un peu importants. Ça devient compliqué parce qu'il faut savoir qu'un gramme d'or, c'est en prix de gros 50 € actuellement. C'est un peu le délire. Donc voilà, donc il y en a pour. Un bijou, toi, tu peux créer, il fait combien de grammes à peu près en Ah d'or? bon, mes bijoux en entrée avant la fonte ils sont autour de 15, entre 12 et 15 grammes. Et en sortie, j'ai des bijoux qui sont, enfin, pour les grandes bagues, autour de 13 grammes. D'accord. Donc, En termes de prix, je crois que c'est dans les 450 à 2800 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors voilà, donc après, évidemment, les prix, c'est en fonction du métal à la base, parce que ce qui est incompressible quand on est dans une démarche éco-responsable, comme la mienne en tout cas, je ne prétends pas détenir la vérité, je parle pour ma paroisse, mais je fais fabriquer en France, donc en France, on a des charges sociales, les gens ne travaillent pas pour rien, et c'est heureux, et donc le prix de la fabrication, que ce soit pour de l'argent ou de l'or, c'est le même, hein, c'est incompressible. Puis après, dans le prix du bijou, eh ben, il y a le matériau, évidemment, les pierres, évidemment, aussi. Hein, voilà. Merci beaucoup. Du coup, j'avais une petite question pour toi, Muriel, par rapport au… Qu'est-ce que c'est pour toi un bijou éco-responsable? Comment tu définirais avec ta vision de ce marché du bijou ce que c'est être une créatrice éco-responsable? On a vu Maïtia. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre forme de bijoux éco-responsable? En fait, bon, soit c'est dans le sourcing, bon, comme elle disait Marie-Luce très justement, c'est très cher de sourcer sur une traçabilité à 100%, ça n'existe quasiment pas. Enfin, ça implique bien évidemment un cahier des charges très lourd et un coût. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme dans le prêt-à-porter, il faut faire attention à ces termes qui peuvent être voilà, un petit peu galvanisés dans la mesure où on peut tout à fait dire qu'on est éco-chic et en même temps, c'est que du marketing. Hein. Si c'est juste à un moment de la chaîne, donc il y a tout un, on va dire, il faut faire attention à cette slow jewelry. En tout cas, ce qui est important surtout, c'est l'acte d'achat.
je pense que ce qui est à valoriser en premier, bien évidemment, moi je suis toujours très honnête, comme quand j'ai fait le live avec l'acheteuse, une acheteuse de Lyon qui a 3 concept stores, notamment un dédié aux bijoux. Elle me dit, moi j'achète un produit. Voilà, un produit. Qui soit éco-responsable, tant mieux. Mais avant tout, que ça soit un acheteur, c'est-à-dire un magasin, ou que ça soit un consommateur final, il va acheter un bijou parce qu'il lui plaît. La traçabilité, le fait qu'il soit bien évidemment made in France, made in Europe, en sachant qu'il y a beaucoup de bijoux qui sont made in India pour plusieurs raisons, de coût notamment et de sourcing matière et de coût de main-d'œuvre, mais ça n'enlève à rien la créativité du bijou. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Ce sont des termes un peu touchy. Moi, je préfère être honnête par rapport à ça parce on a été beaucoup trompé par ce marketing. Donc, il faut bien sûr qu'avec la mutation du marché et la transformation vers, on va dire, cette slow fashion, cette façon d'acheter d'une façon plus responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des pièces qui durent dans le temps, qui ont donc bien évidemment un savoir-faire, qui sont liées à bien évidemment un créateur derrière des artisans. Et ce sont des bijoux qui sont bien sûr liés à la valeur que l'on y met émotionnelle ou bien sûr affective, puisque c'est souvent un cadeau à certains prix quand ça monte au-delà de 3 000 euros. Bon, évidemment, on sait que c'est pas là où on peut aller tout de suite facilement. Mais c'est pour moi éco-responsable, c'est un peu cette slow wear, c'est slow fashion, slow jewelry, c'est la façon d'acheter pour moi qui doit changer. C'est-à-dire c'est une façon d'acheter plus réfléchie sur un produit qui a beaucoup plus de sens dans les valeurs qu'il véhicule. Voilà. Et non pas acheter comme on faisait avant parce que c'est juste la tendance et qu'on va le porter, qu'après on va le jeter. C'est ça pour moi. Au-delà j'ai eu la chance de rencontrer des marques vraiment, comment dire, éthiques, et bon, et Marilus en fait partie, sur cette traçabilité de sourcing. Mais comme disait Marilus, c'est un cahier des charges qui est très compliqué. Très compliqué. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, on ne va pas se mentir. On est là pour dire les choses. Je pense que moi, je vois naître un courant, grâce notamment à cette chance d'avoir Precious Room, de plus en plus de marques qui sont engagées, ça veut dire engagées dans le processus de faire fabriquer, surtout en France, mais après sur le sourcing des pierres fines et des pierres et de l'or, ou du diamant, parce que si on parle du diamant, il y a eu un débat, une marque qui s'appelle Courbet, qui fait du diamant de synthèse et qui défend sa collection que sur du diamant de synthèse et qui ne fera jamais rien d'autre, puisqu'elle estime que le vrai diamant, et on le sait, pollue gravement. Mais qui va empêcher quelqu'un de porter un vrai diamant? Enfin, je veux dire, vous voyez, il ne faut pas qu'on perde la notion de la réalité. Après, qu'il y ait un mouvement qui se passe, oui, c'est vrai. Oui. Mais avant tout, on achète un bijou parce qu'il nous plaît. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux pierres précieuses, à l'extraction de l'or, du diamant, etc., c'est vrai que c'est des sujets qui portent à polémique. Et donc, on a vu ensemble, Marilus, qu'il y a des labels qui existent, des certifications. Et donc, on les a répertoriés. Et donc, je te propose de nous en dire un petit peu plus. Donc, je vais tout de suite les projeter. Voilà. C'est Fairmine, non? C'est pas ça? Voilà. Donc, il y a… Alors, le Fairmine, moi, je le trouve très intéressant. En fait, il s'adresse aux mines artisanales. On contrôle le nombre d'or, enfin la quantité d'or extraite par mineur chaque jour. Donc, c'est vraiment, ça ne peut pas être de l'esclavage. Il y a un prix minimum garanti pour payer le dit mineur. Évidemment, on évite les situations de conflit, surtout que c'est dans des pays, souvent en Amérique du Sud, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas de travail des enfants, l'égalité homme-femme, enfin des valeurs qui en France nous semblent un peu
un peu logiques, mais qui ne le sont évidemment pas dans plein de pays. La protection de l'environnement, il faut savoir que pour l'or, souvent on utilise des acides et des extractions, c'est monstrueux, on les voit en pagne ou en t-shirt en train d'extraire l'or, alors qu'en fait ils utilisent des produits épouvantables pour eux et la nature. Bon, ben là, dans le cadre du label Fairmine, c'est non, on n'utilise pas de produits chimiques. Voilà, bon, enfin, c'est un label qui est très intéressant. Il y a peu de mines actuellement qui sont labellisées Fairmine, mais on les trouve et on peut acheter, on peut se procurer leur or. Voilà, ça Ok, c'est bien. super. Donc, le premier. Après, Après, deux autres. Il y en a deux autres. Donc, toi, d'ailleurs, tu dis que tu travailles avec des fournisseurs qui ont ces labels, justement. ah oui, 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 absolument. Oui, 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 tout à fait. Ça se trouve, en France en tout cas, sans aucun problème. Je pense que de manière générale dans le monde. Donc le RJC, donc ça c'est pour respecter, là c'est autour des diamants. Bah, pareil, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Et pour éviter évidemment l'esclavage, qui a beaucoup dans les mines, hein, il faut le savoir, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment monstrueux. On peut arriver à des choses absolument monstrueuses. Donc, ce RJC regroupe les plus grands, je crois qu'ils sont 8 plus grands producteurs de diamants du monde et d'autres. Voilà, et ce sont des gens qui s'engagent à respecter voilà, les consignes qui sont très nombreuses. On peut consulter leur site. C'est toujours intéressant de lire un peu ce à quoi ça correspond. Et puis le dernier, c'est le Kimberley Process. Alors ça, c'était en fait parce que il y a beaucoup de diamants qui sont extraits dans le cadre de conflits, c'est-à-dire qui servent à des groupes armés pour faire des coups d'État ou des choses comme ça. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de rentrer dans enfin, ce système de certification. Ça s'appelle le processus de Kimberley, et ça exclut normalement les diamants du conflit. Bon, alors il faut savoir quand même que malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait et qu'il y a, voilà, c'est autant que faire se peut. Voilà. C'est pas du 100%, hein, le Kimberley Process. Voilà. Par ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit, Muriel, à propos des pierres de laboratoire. Il y a un débat là-dessus. Hein. Les pierres de laboratoire sont montées au créneau pour dire qu'ils étaient clean par rapport aux autres. Les autres leur sont tombés dessus en disant vous êtes gentils, mais vous avez vu comment vous polluez pour produire vos pierres. Et effectivement, ça bouffe une énergie absolument phénoménale pour produire les fameuses pierres de synthèse. Donc, il y a des laboratoires qui utilisent des énergies renouvelables, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, enfin, pour produire des pierres de synthèse. Et effectivement, elles sont plus propres que d'autres laboratoires, si on va en Chine ou en Inde, où là, franchement, l'écologie est loin d'être leur préoccupation. Voilà, donc voilà, ça, on va y arriver, je pense, mais on n'y est pas totalement. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est pas le monde de oui-oui, quoi. Voilà. On essaye de faire au mieux. Hein, c'est ça l'idée. Mais bon, après. C'est déjà bien d'avoir ces références, au moins ça donne déjà un axe de garantie, on va dire, un minimum, voilà, pour s'y retrouver un peu. Et maintenant, du coup, ce qui serait intéressant de voir avec toi, Marilus, si tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe, ton processus de création et de fabrication d'un bijou. Justement, on a vu tous ces labels là où tu fais attention pour que ce soit éco-responsable et expliquer finalement à ceux qui vont suivre ce talk show comment ça se passe de fabriquer un bijou, toutes les étapes et l'implication que ça demande finalement pour avoir ce bijou final. Et le prix ne vient pas de nulle part, c'est aussi toutes ces étapes et tout ce travail de fourmi qui est fait pour réaliser un bijou. Oui. Alors, donc tu avais fait un schéma, on va le reprendre. Tout de suite le mettre, voilà. 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 Alors, bon, ça concerne le bijou artisanal, évidemment, enfin bon, ce sont les mêmes étapes certainement, mais enfin, c'est pas usiné, quoi. Hein, donc au départ, bah, il y a le dessin du bijou.
le gouaché. Alors moi, alors il y a des gens qui le font en 3D, en informatique donc, ou en gouaché. Ça permet, voilà, là on a un exemple de gouache. Ça permet de donner, ce sont les 3 vues que l'on donne à l'atelier, enfin les 4 vues, mais surtout les 3 de gauche qui intéressent, qui permettent à l'atelier de voir exactement le volume qu'il doit faire, voilà, pour réaliser le bijou, là en l'occurrence une bague. Après le gouaché, nous avons la maquette. Alors on fait une maquette soit en cire, soit en métal, soit les deux en général, qui va nous permettre de faire un moule derrière. Alors la maquette, on l'a fait pour les parties que l'on va vouloir reproduire. Là, par exemple, bon, c'est un corps de bague, hein, c'est une maquette de corps de bague, et le moule a été fait après en silicone. Il peut être fait en plâtre ou en silicone. Tout dépend du nombre d'utilisations. Si c'est une utilisation unique, à ce moment-là, le joaillier va fabriquer une cire, en fait, hein, qu'il va présenter au client. Et une fois qu'elle est validée, il va l'envoyer chez le fondeur qui va fabriquer un moule en cire ou ah, j'ai un trou de mémoire, j'ai le mot qui m'échappe. Bref, ça me reviendra. Peu importe, il y a le moule qui est fabriqué. Dedans, donc, vous voyez qu'il y a une petite encoche. On va faire couler le métal dedans. Et puis, en sortie de fonderie, eh bien, on se retrouvera avec le moule brut, la pièce brute qui partira à l'atelier pour le rattrapage. Donc le rattrapage, c'est tout le travail de nettoyage et de retouche que fait le joaillier. Il envoie cela chez le sertisseur quand quand il y a des pierres, hein, évidemment. Et puis après, il récupère le bijou, il le polit. Et puis après, il met donc le poinçon maître. Le poinçon maître, c'est le poinçon qui est apposé sur le bijou pour prouver l'origine. C'est le fabricant, en fait. Ça, c'est obligatoire. Tous les bijoux ont cela. Et après, une fois qu'on a mis le poinçon maître, on va à la garantie. À la douane, pour faire poinçonner par la douane le bijou avec le poinçon qui va bien, de l'or, de l'argent, il y a différents poinçons, voilà. Alors la tête d'aigle pour l'or, 18 carats, la coquille Saint-Jacques pour le 14, le trèfle pour le 9 carats. Et alors ça, c'est en France, hein, parce que les autres pays ne mettent pas de poinçon. Mais c'est bien parce que ça garantit quand même, je trouve, oui, enfin, je trouve que c'est bien. C'est une tradition qu'il est question de faire sauter, mais enfin qui est pas mal. Et le platine et l'argent. Dans la matière. Ça permet d'avoir une certaine transparence sur le matériau, en fait. Ben, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la douane teste. Ils ont des outils pour tester les bijoux et s'assurer que c'est vraiment de l'or 18 carats, que c'est pas du 9 carats déguisé en 18. Voilà. Et donc c'est tous ces poinçons. Alors évidemment, le consommateur ne les connaît pas, mais bon, si on veut après faire une recherche, voilà, il y a les poinçons et on a exactement, on sait d'où ça vient. De même que, par exemple, pour le fabricant, il y a le poinçon du fabricant qui est un losange quand c'est fait en France et qui est ovale quand c'est du fait à l'étranger, enfin d'importateur, quand on a importé le bijou en réalité. Parce que comme pour la mode, pour les vêtements, il suffit de prendre un bijou, le tremper dans un bain d'or et on dit que c'est fait en France. Hein, donc, faut le savoir. donc ça au moins, ça atteste voilà, du sourcing. Voilà. Voilà, au moins ça donne une certaine transparence sur l'origine du bijou. Exactement. Et la maquette et donc le moule dont je parlais, c'était en plâtre. Hein, voilà. Soit en plâtre, soit en silicone. Donc là, c'est un exemple de ton bijou, justement. Voilà. Ton gouaché, le moule et le bijou final, du coup, que tu as imaginé et qui est posé sur ton site. Exactement. On a la chaîne là. De voir les étapes et de se rendre compte finalement de tout ce travail qui est fait pour avoir cette jolie bague. Hein. Donc, J'espère. Et du coup, en amont, tu as aussi toute la partie recherche de fournisseurs. Donc, on a vu
l'achat de l'or et la sélection des pierres et des perles en fonction du coup du produit que tu as envie de réaliser, quoi. Bien sûr, par exemple, pour les pierres, pour les nacres, par exemple, on peut se procurer des nacres qui viennent de fermes d'élevage et qui sont par là même éco-responsables. Euh, on n'est pas obligé d'aller prendre n'importe quel nacre et d'animer l'océan. Voilà. On peut aussi agir comme ça. Ce sont des petites actions, ce sont des mini-actions évidemment, puisque je ne vends pas des milliards de bagues, donc ça n'aura qu'un impact très relatif sur la planète, mais j'y tiens. Voilà. Super, merci pour l'explication de toute cette démarche que tu as créative au niveau de la production. Et du coup, maintenant, j'aurais voulu que vous puissiez nous donner quelques conseils en fait que vous pourriez avoir pour les personnes qui nous regardent, qui sont potentiellement acheteurs de bijoux. Qu'est-ce que seraient vos conseils pour acheter ou consommer des bijoux de manière plus éco-responsable? Donc, Muriel, tu avais déjà commencé à donner quelques pistes de réflexion. Est-ce que tu aurais envie de rajouter certains points pour nous aider, nous aiguiller? Ah, tu as coupé ton micro. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règles. En fait, aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, les coups de cœur sont engendrés selon qui on suit, qui on voit dans les concept stores aussi, c'est-à-dire qu'on est ou dans les magazines, bien sûr, de mode. En fait, les coups de cœur sont liés encore une fois à notre façon de s'habiller, c'est-à-dire beaucoup lié à la personnalisation. Et je pense que, c'est-à-dire que il y a quand même énormément de choix. On va pas bien évidemment se mentir. Il y a une offre qui est extrêmement grande, très diversifiée. Tout dépend son budget. Tout dépend son budget. Ça, c'est important. Tout dépend son budget. Aujourd'hui, on peut trouver des pièces pas très chères, accessibles, notamment dans mes marques de Precious Room. En fait, je fais exprès d'avoir une gamme bien accessible, premier prix sur la haute fantasy. Et ça monte en prix, bien sûr, selon les acheteurs qui me demandent, selon les profils de la distribution. On va en parler après. De 80 € environ, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, tout dépend de son budget. Après, ce qu'il faut, voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut être curieux. Être curieux, pas hésiter à faire des petites recherches sur les réseaux sociaux. Bien sûr, sur le site Precious Room, vous avez quand même un choix. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Avec des marques qui sont extrêmement créatives à des prix super attractifs et qui ont ce que je porte. C'est Elle Songe, par exemple, qui est une créatrice de Marseille, qui a remporté un prix il y a 10 ans. J'ai été jury à la Maison de la Mode à Marseille. Voilà, en fait, c'est une recherche très, très personnelle. C'est pour ça que je dis, c'est comme exactement en consulting, et je pense que tu as la même question. Quand on te dit, comment aider au développement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions miracles? Non, c'est plutôt du sur-mesure. C'est ce que tu fais, c'est ce que je fais. C'est chacun crée son propre business model. Exemple, quand tu cherches un produit à acheter, c'est souvent soit quelqu'un qui porte, soit tu l'as vu dans un magazine, soit tu fais du shopping ou tu surfes sur Internet et tu as envie d'aller plus loin. Voilà. C'est lié beaucoup à ce que j'appelle le bijou émotion. Ou bien, selon évidemment les occasions, que ce soit une naissance, un mariage, alors là, on est dans des dimensions qui sont complètement autres et les valeurs liées et le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce nouveau phénomène qui se trouve aussi dans les marques de luxe. Attention, les marques de joaillerie démocratisent. Elles ont des prix accessibles. Certaines marques comme Tiffany ont des bijoux qui commencent à 600 €. Dior aussi. Donc, c'est pas très bon pour mes petits créateurs émergents. Mais ce que je veux dire, c'est que soit vous allez dans la banalisation de l'offre, soit vous êtes dans une quête de recherche de différenciation.
Mhm. et de personnalisation. Et du coup, vous vous amusez à aller dans cette recherche de scouting. C'est ma démarche personnelle, elle est comme ça. C'est-à-dire, j'ai beaucoup, avant le Covid, je voyageais énormément. J'avais cette chance d'aller dans le monde entier, de rencontrer des gens extraordinaires ou qu'on me présente, ou bien je faisais beaucoup de terrain. C'est-à-dire, je suis vraiment, et je continue, malgré ce qui se passe, à me donner la chance de rencontrer les marques, de découvrir le travail. Je pense que le consommateur est un public averti grâce aux réseaux sociaux. Ça peut être dangereux parce qu'il peut se perdre, mais il a aussi cette chance de pouvoir accéder directement via, exemple, Instagram, à une discussion avec le créateur derrière ou la créatrice. Ça, aujourd'hui, c'est pour moi une des plus grandes valeurs ajoutées de ce qu'on vit. Voilà, de cette mutation profonde. Ok, merci beaucoup Muriel pour ces conseils. Et du coup, Marilus, tu m'avais fait part aussi de tes idées, des conseils pour consommer mieux les bijoux. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées? Des idées de conseils, lesquelles? Des idées sur, par exemple, recycler son or, faire un nouveau Ah bijou. oui, pardon, je te Oui, par exemple, moi, je préfère, Je trouvais que c'était une super idée d'ailleurs. Oui, c'est vrai. recycler, ça c'est une chose. Enfin, moi, j'ai découvert ça en faisant de la joaillerie, hein, évidemment. Mais en fait, quand on va dans un atelier et que l'on commande un modèle qui nous plaît, parce qu'on n'a pas, parfois on a des idées et on a envie de les réaliser, eh bien, et c'est très intéressant, je trouve, de recycler son or, parce qu'on a souvent des bijoux qui dorment, qu'on n'aime plus ou qu'on n'aime pas ou qu'on n'a jamais aimé, enfin, on ne sait pas trop quoi en faire, on les laisse dormir. Ben voilà, c'est une façon, à mon avis, astucieuse de recycler, d'économiser le prix de l'or, ce qui est pas mal quand on fait faire un bijou. Et voilà. Alors, il faut savoir aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que quand on fait travailler un atelier, les bijoux sont en métal massif, évidemment. Contrairement à eh bien, tous les joailliers qui arrivent à avoir des prix plus light, on va dire, de la place Vendôme, enfin un certain nombre en tout cas, usinent. Et à partir du moment où ils font ça en usine, et forcément, puisqu'ils ont des tirages absolument phénoménaux, le métal est creux, souvent, enfin pas systématiquement, mais voilà. Et donc, les bagues sont souvent creuses. Donc, ça aussi explique la différence entre un… Alors après, le consommateur, que ce soit creux ou pas creux, il s'en fiche un peu. Quand il achète une bague, c'est parce qu'elle lui plaît ou parce que la marque lui plaît, et puis voilà. Mais enfin, il faut le savoir aussi. Ça fait partie du prix, ça aussi. C'est intéressant et important à savoir. Voilà. Alors après, moi, je trouve ça très bien que les grandes marques, au contraire, je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a des gens comme dont je fais partie qui existent. C'est-à-dire que parce que les grandes marques ont démocratisé les bijoux, parce qu'avant, c'était vraiment le cadeau qu'on recevait, et puis en tant que femme, on n'allait pas s'acheter une bague comme ça toute seule. C'est vrai. Et en fait, bah, c'est bien dommage. Et puis finalement, bah, maintenant, ça se fait très bien à des prix effectivement qui sont raisonnables. Et il y a des marques, bah, toi, Muriel, tu as des marques qui font, même en Inde, mais donc, qui connaissent bien leur atelier, voilà, enfin, qui ne font pas n'importe quoi. Donc, c'est pas parce que c'est fait à l'étranger que c'est pas respectueux, hein, aussi. Il faut le savoir aussi. Donc après, c'est une question de maîtriser la chaîne. En fait, c'est tout est dans la maîtrise. C'est tout. Voilà. Toujours ça, que ce soit dans les vêtements, dans les bijoux, dans tout, en fait, c'est toujours la même problématique, en fait. C'est avoir conscience de qui le fait, comment c'est fait et être au plus près de ses fournisseurs, comme tu fais toi Exactement. aujourd'hui, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, puis après, voilà, après on peut se positionner franco-français ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, effectivement, dans l'achat responsable, mais les valeurs, ça se voit quand même sur les marques, je trouve quand même. Bon, il y a beaucoup de pipeaux, c'est vrai, il y a évidemment, mais le pipeau, il est assez facile à voir parce que, voilà, il suffit de 2 et 2 font 4 et on voit un bijou. Bah, soit c'est possible de le faire dans de bonnes conditions, soit c'est pas possible de le faire dans de bonnes conditions. C'est comme les Nike, hein, voilà.
Et du coup, justement, par rapport aux bijoux fabriqués en France, il y a certains créateurs qui se revendiquent fabriqués en France, mais tu m'expliquais que parfois, ben, c'est pas parce que c'est fabriqué en France que le bijou est forcément éco-responsable, quoi. Oui, oui, bah, enfin oui, on a pris un exemple d'une marque qu'on ne citera pas, mais de fantaisie, hein. Voilà, Mais fantaisie, hein, en dessous oui, de 80 euros, c'était ça l'idée. voilà, qui a un atelier dans Paris et effectivement, tout vient de Chine et tout est made in France. Et en fait, tout vient de Chine, passe par le bain d'or et un petit bain d'or et hop, c'est terminé. Et c'est made in France, alors que ça vient de Chine. Voilà. Voilà. Bon, après, ça, chez chacun ses valeurs, il cartonne. Hein, donc, Ouais, voilà. Mais c'est bon de le savoir aussi qu'il faut pas juste acheter parce que c'est fabriqué en France, quoi. Donc la valeur du bijou est aussi liée au travail qui a été fait, l'origine des matières premières, etc. Donc voilà, c'est important de le préciser, je pense. mais les gens ne le savent pas, donc ils ne peuvent pas l'inventer. Hein, on leur dit que c'est. Oui, 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 mais après, bon, c'est vraiment une question de valeur personnelle. Je pense que c'est vraiment pour tout dans la vie, c'est comme ça. D'où l'idée d'être consommateur et d'avoir pleinement conscience de ce que j'achète. Même si j'achète des produits qui sont fabriqués en France et qui sont trempés dans un bain d'or, mais moi je le sais, j'en ai conscience. Oui, Voilà. oui, mais comme on communique sur le fait que c'est made in France, voilà, c'est difficile à savoir. Il faut connaître l'atelier. Et du coup, je voulais faire un petit point avec toi, Muriel, sur justement la différence entre les créateurs que tu proposes dans ton salon Precious Home, enfin ton événement, ton concept, et ce qu'on peut trouver dans les canaux de distribution, les magasins traditionnels, type Histoire d'Or, toutes ces chaînes en fait de magasins. Comment tu différencies justement l'offre en fait? Alors, donc, c'est une question intéressante qui en fait, pose bien sûr véritablement l'analyse du marché. C'est-à-dire que les canaux de distribution, si on parle de la bijouterie, de ce qu'on appelle HBJO, c'est-à-dire horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, c'est un canal, si tu veux, qui est plutôt lié à des marques, alors soit de plus classiques ou plus, ou en tout cas très très marqué par le produit lui-même sans forcément la tendance, d'accord. Donc c'est un secteur qui a beaucoup souffert ces derniers temps parce qu'il a été devancé par Internet, beaucoup, et aussi par la distribution, ce qui moi, est ma cible, ce que j'appelle la distribution sélective, c'est-à-dire les concept stores mode qui incluent du lifestyle, c'est-à-dire du prêt-à-porter, des bijoux, que ce soit de la déco ou autre, liés vraiment au lifestyle, et aussi les grands magasins. Donc, le secteur dont on parle, qui sont plutôt très classiques, très mass market, qu'on peut retrouver bien sûr dans des grandes surfaces, ne me correspond pas, n'est pas la cible des marques de Precious Room. En fait, les marques de Precious Room, je vais les positionner dans ce que je te disais. Donc, bien sûr, dans des bijoux, des multimarques bijoux, d'accord, joailliers, bijoutiers, qui peuvent être que sur cette gamme de produits, donc en France, à l'international. Il y a des très très beaux magasins aujourd'hui dédiés qu'aux bijoux mode, parce qu'encore une fois, le consommateur final mettra peut-être plus sur une prise de risque sur un bijou aujourd'hui qu'un multimarque de prêt-à-porter aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus en souffrance par rapport à l'industrie. Il a de toute façon, le multimarque prêt-à-porter, développé des corners dédiés aux bijoux. Et je sais que sur certains magasins, ces 40% de chiffre d'affaires sont faits par les marques de bijoux. Donc c'est une ampleur qui est vraiment assez qui évoque vraiment cette dynamique, cette mutation. Et les grands magasins. Les grands magasins aujourd'hui, que ce soit le Bon Marché, le Printemps, les galeries, et même à l'étranger, hein, tous les grands magasins. Alors, ils ont développé même sur Internet la vente de bijoux, qui est quand même complexe parce que sans essayer, il y a des sites qui se développent dédiés qu'aux bijoux, comme les Trouvailles d'Elsa, exemple, qui est le premier site e-commerce dédié aux bijoux mode, et notamment la démocratisation de la fine jewelry, ce qui me correspond. Donc, je me suis tournée véritablement. Moi, je viens de l'industrie de la mode. Donc, encore une fois, je ne revendique pas une culture joaillère classique traditionnelle. Je la respecte.
mais d'après ce que… Bon, et elle reste avec ses valeurs et sa distribution qu'elle a, qui sont souvent aujourd'hui omnicanales, il faut le savoir. Mais je m'adresse plutôt à la distribution de l'industrie de la mode qui se tourne vers le bijou. Voilà. Et qui, d'après ce que je sais, reste très dynamique aujourd'hui. Et j'ai fait pas mal de lives, comme tu le sais, avec des marques pendant le Covid, et des marques de bijoux, et elles continuaient à bien vendre. Alors, soit via leur site, via leur… bien sûr, les boutiques étaient fermées. Donc, moi, je conseille vraiment aujourd'hui de repérer les boutiques, les produits en ligne, et après, bien sûr, d'aller les acheter dans la boutique qui correspond, s'il y a. Voilà, c'est très dur d'acheter, c'est vrai, un bijou sans l'essayer, je trouve que c'est quand même, à moins qu'on l'ait vu porter avant. Voilà. Ok, super. Et tu penses que dans ces chaînes de magasins, justement, on peut trouver des bijoux éco-responsables? Bien sûr. Aujourd'hui, enfin, c'est bien sûr qu'on en trouve, mais encore une fois, tu vois, j'en parlais avec l'acheteuse, elle me dit, moi, j'achète un produit parce qu'il me plaît ou parce qu'il va plaire à ma consommatrice finale. S'il est éco-chic, c'est mieux, d'accord? C'est-à-dire que la symbolique de la mise en avant de la traçabilité ou du sourcing ou de la fabrication ou du concept, j'ai une marque qui est sur Precious Room qui s'appelle Lié. Donc, c'est autour du lien. Donc, c'est génial parce que tu offres voilà, les inséparables, voilà, ton conjoint ou ta fille, ton fils. Enfin, c'est très intéressant. Et encore une fois, ça, tiens, on peut en parler, c'est l'incarnation de la marque et le marketing, ce que j'appelle le marketing de l'incarnation, du storytelling et du brand content de la marque. C'est-à-dire que quand tu vas acheter le bijou, quand tu vas arriver sur un display, si tu as un packaging qui te ramène ce sens du bijou émotion ou du fait qu'il ait été fait avec ce respect voilà, du sourcing ou de l'éthique ou de l'économie circulaire, ou c'est une valeur ajoutée. D'accord? Donc, les marques, les acheteurs, elles vont aller vers ça. Elles vont aller sur donner du sens au bijou. D'accord? Mais avant tout, il faut que la prise de conscience, elle passe par les marques. Voilà, le magasin, le détaillant, ou que ça soit bien sûr le grand magasin, il n'est qu'un intermédiaire. Mais aujourd'hui, le consommateur, par contre, comme il va de plus en plus le plébisciter, la distribution va de plus en plus le demander. Donc ça, c'est positif. Tu vois, ça va venir cette fois-ci du consommateur. Comme beaucoup de choses se passent du consommateur final dans la mode. Tu sais, ça passe souvent par là et on remonte vers la distribution. Voilà, je pense que là, et en plus qu'on vit avec le Covid, ça va nous emmener encore plus vers cette notion de dire exactement comme je te disais, voilà, ou Marilus qui va avoir ses certifications, ou Lié qui va avoir son petit message dedans, qui tu vas avoir envie. C'est comme un doudou. C'est vraiment, c'est ce lien, c'est le lien que tu crées avec ton bijou. Et ce sens. Voilà. Et l'acheteur, il va plébisciter ça. Tout à fait. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais acheté un bijou, c'était super. C'était avec une créatrice qui faisait à partir de cuillères qu'elle récupérait dans les brocantes. Et ce bijou, je l'ai toujours. Ça fait, je Tu pense, vois? c'est vraiment un bijou coup de cœur, en fait, que j'ai. C'est ça. Et ça, tu le gardes. Moi, j'ai des bijoux que j'ai depuis 20 ans, quand j'ai commencé, exemple, dans la mode. Jamais, même si, bon, il est pour X ou Y raison, je ne le mets pas, jamais je ne m'en séparerai. Donc, c'est tout ça qu'on va plus aller vers cette quête du sens, cette quête des valeurs. Ça, je pense qu'on y est tous, on est tous en train d'y aller, de par ce qu'on vit, parce qu'on est touché en plein, enfin, au-delà comment te dire, de la crise sanitaire, dans nos business, dans nos vies, on est vraiment en remise en question. Donc, le consommateur, il y a aussi un problème de budget qui va se poser pour X ou Y raison. Mais tout est pris en compte, mais l'acheteur, en effet, aujourd'hui, cette quête du sens l'intéresse beaucoup. Exactement, Voilà. c'est primordial. Merci. Et comment une marque que Marilus a lancée, Maïtia, elle va s'en sortir face à cette grande concurrence, alors qu'elle n'est pas encore forcément très connue? Quelles sont les nouvelles façons de distribuer? Comment elle va sortir son épingle du jeu avec son…
Alors, moi, je prône la transparence et l'honnêteté. Moi, je suis un intermédiaire, je ne suis pas magicienne. Ben, j'aimerais, mais je ne le suis pas. Je suis là pour aider à structurer, comme on a dit avec Marilus, on a fait 6 mois de travail déjà sur les outils qui présentent la marque. Donc, l'importance pour une marque, au-delà du produit qui est on va dire, l'essence de la marque, c'est le produit. Mais après, il y a tout ce qui entoure le produit. Hein. Donc, on est sur, bien sûr, le marketing, les prix. Donc, ça, tu connais par cœur parce que tu aides aussi au développement. Alors, c'est très dur parce que parfois, c'est un coup de poker. Des fois, j'ai des marques qui, en 6 mois, 1 an, elles vont me trouver, voilà, grâce à mon intermédiaire ou autre, des salons, des showrooms, 5 points de vente, 10 points de vente. Voilà, bon, ça, c'est fabuleux. Le problème, c'est pas le début. C'est comment pérenniser une marque. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, extrêmement compliqué et qui est un challenge. OK ? Moi, ce que je conseille, c'est, premièrement, c'est être ce que j'appelle la mode intelligente, la stratégie de mode intelligente, pardon, qu'elle soit commerciale ou marketing. C'est-à-dire que comment donner ce sens. Donc, c'est par les photos, donc par le lookbook, par Instagram, parce qu'aujourd'hui, toi comme moi, comme les consommateurs qui nous écoutent, comme les professionnels et les acheteurs, la première chose, c'est Instagram. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est pas Facebook, c'est Instagram. Instagram est la vitrine. Donc, il faut aller à… Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je conseille, c'est de créer son propre site e-commerce parce qu'aujourd'hui, le B2C, donc c'est-à-dire que le fait de créer son e-commerce fait que tu existes et que tu crées ta communauté qui peut consommer, donc acheter. Donc, cette comment te dire, communauté te donne cette trésorerie que tu ne vas pas forcément avoir tout de suite. Bien sûr, tu vas me dire comment je vais faire pour créer ma communauté. Tout ça, ça se travaille. Moi, quand j'ai créé Precious Room, pareil, j'avais 0 follower. D'accord ? Donc, il y a 2 ans, j'avais 0. J'en ai pas acheté. Aujourd'hui, j'en ai 1600. Mais les 1600 sont vraiment des followers qui sont vrais. C'est-à-dire qu'ils viennent du bijou, ils viennent du monde de la mode. Il vaut mieux être petit, mais que ta communauté soit vraiment rattachée à ta marque, plutôt que d'avoir acheté des followers et avoir un exemple, un Instagram où il y a 20 000 followers et tu as que 10% qui te suit. Donc, c'est un challenge. Mais Marilus, comme j'ai expliqué, moi, je suis un intermédiaire. C'est-à-dire que j'aide à développer les rendez-vous, à faire connaître la marque. Donc, il y a vraiment une échelle de valeur qui est extrêmement complexe. Après, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de travail, bien sûr, de passion. Moi, j'ai vu des très belles histoires se révéler. Après, j'ai des marques que j'ai lancées il y a 10 ans, comme Céline Daoust, qui a pendant des années pas travaillé, enfin pas eu ce qu'elle voulait, et maintenant elle est au top. Parce qu'il y a tout un travail, un cheminement. Donc, on va pas se mentir, ça se fait pas facilement. On va pas se mentir. C'est pour ça que avec ces 20 ans de carrière dans les salons où les 15 ans de salon où j'ai vu toutes ces marques et œuvrer, j'ai des marques qui me remercient pour X ou Y raison. Je suis extrêmement fière, mais en même temps, je sais, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est le respect et d'expliquer les choses. Voilà. Mais en tout cas, petit à petit. C'est possible. Oui, il faut. Et du coup, tu en es où, Marilus, justement, dans le développement de ta marque? Il y a des nouvelles, je crois, que tu peux partager. Là, je refais un site qui va être en ligne dans une semaine. Voilà. Bien, quoi. Là, moi, je suis tout à fait optimiste. Mais il faut s'accrocher. En plus, on est dans une période quand même un peu bizarre pour tout le monde. Donc, les prédictions, je viens du marketing à la base, donc le côté prédictif, je vois bien ce que c'est. Et là, pour le moment, c'est un peu chaud quand même de prévoir. Donc, je pense qu'il faut continuer, il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut faire des jolies choses et puis se dire que de toutes les façons, ça va marcher. Il faut être… moi, je pense qu'il faut avoir
glisser. Mais bon, j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire il faut avoir Vous voyez, je parlais de passion. Bah, c'est ça. Marie-Luce, c'est une passionnée. C'est ça. au corps, hein, voilà. Après, faut pas rêver, c'est une mini-marque, voilà, mais il suffit d'une personne, un coup de cœur, et puis après, Non, mais il y a aussi une démarche que tu as fait qui a été de, comment dire, quand tu rejoins, exemple, que ce soit à Precious Room ou un autre, il n'y en a pas d'autre. voilà. Non, non, il n'y en a pas d'autres. Non, merci. Non, mais une autre organisation, un showroom là, l'idée c'est d'être ensemble. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avancer ensemble. Ben, on Ça, est- c'est, voilà. Je pense que c'est important et de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, de partager, d'échanger, d'essayer de faire progresser les choses. Voilà, ça c'est mon. d'entendre ce qu'on nous dit. Parce que Voilà, avec faut maman, accepter. mais en sachant très bien qu'il y avait tout à refaire, en fait, hein, quand Voilà, après, il y a le marketing, c'est important. Enfin, ça, c'est ce qu'on disait. Voilà. et puis après, on fait les choses petit à petit, en fait, hein, voilà. Moi, je suis partie, j'ai fait l'inverse de ce que je disais à mes clients, c'est-à-dire que je suis partie du produit et non pas du client final. Et parce que je me suis dit, eh ben non, j'ai pas envie de partir du client final. Ce qui m'intéresse, c'est le produit. Et puis voilà. Non, mais Après, enfin, je ne sais pas si je suis en micro. c'est- Si je- non, mais c'est ça, il faut avoir. Alors après, ben, tu as l'humilité de te dire, bon, bah, maintenant, il va falloir s'agiter, il va falloir adapter. Vendre. Non, mais le plus gros challenge, c'est vendre. C'est pour ça que moi, je suis honnête et je leur dis à toutes et à tous, Pas de garantie. enfin, si vous avez un budget, gardez-en pour faire votre site. Aujourd'hui, c'est plus possible sans ça, vraiment, parce qu'en plus avec ce qu'on vit, c'est-à-dire, le retail est quand même très fragile. On va pas se mentir, c'est pas ça qui va te faire une trésor comment dire, qui va. Voilà, donc il faut faire les deux en parallèle. Quand tu peux le faire, il faut le faire, voilà. Je vais pas, moi, je suis toujours là-dessus très, enfin, objectif parce que je le vois sur le marché comment ça marche. Oui, mais Ça. même, enfin, je veux dire, moi, mon premier réflexe, c'est Instagram. Oui, bah aujourd'hui, on peut vendre facilement par les réseaux sociaux, en fait. C'est devenu Mais oui, tu mets les prix sur, voilà. Ça m'arrive d'acheter par Instagram. Moi, Ouais. la première. Bah, écoutez, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. On va bientôt finir donc, ce talk show qui était vraiment très riche, très intéressant. Merci. Et du coup, si vous avez un petit mot pour la fin, si vous avez envie de partager quelque chose avant qu'on rende l'antenne, entre guillemets. Ah bon, j'adore. Écoutez, on va passer à la météo, donc Voilà. c'est ça, c'est la suite de l'antenne, c'est ça. Il y a un beau demain. Bah, en fait, j'espère qu'on a, voilà, en partie, comment dire, informé déjà. C'est déjà ce qu'on souhaitait. Voilà. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. C'était très complet, je pense. Et puis, merci vraiment pour vos expériences, vos expertises, voilà, tout ce que vous avez pu vivre, surtout Muriel, sur toutes les années Merci. des créateurs, et Marie-Luce qui est engagée aussi dans ce développement de cette marque. On te souhaite vraiment plein de succès. Pareil pour ton événement Precious Room. On croit vraiment vivement qu'il revienne. Merci. Oui, bah, j'ai lancé l'édition. Voilà, bah, oui, bah, là j'ai lancé l'édition digitale, mais bien sûr, on va aller vers le figit. On va aller vers le figital bientôt. Ouais. Voilà, okay. Nouveau concept. C'est ça. Bah, du coup, merci beaucoup. En tout cas, si vous nous suivez, n'hésitez pas à retrouver le guide de la mode éco-responsable qui est plus orienté sur la mode au niveau vêtements textiles. Mais voilà, on a voulu ouvrir justement à travers le talk show pour montrer qu'il n'y a pas que les vêtements. Et il est toujours disponible sur le site de la FNAC et sur le site de Place des Libraires. Donc, on vous invite à le retrouver sur le site de la modeécoresponsable.com. Plein d'informations. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes du talk show sur la chaîne YouTube Poesia Channel. Et on vous dit rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode qui sera le 1er octobre. Voilà. Donc, c'est une très bonne soirée. Merci Natacha. Merci à vous, hein. C'était un plaisir. Merci Natacha, merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent
pour recevoir une notification pour les prochains épisodes, pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!